Salut, c'est Jonathan pour Jour après jour by D-Day Live. La 82e est prête. Ils se sont entraînés pendant des mois et des mois en Angleterre, sur les maquettes, étudiant les cartes et préparant leur matériel. Le grand jour a sonné. À minuit, les Pathfinders doivent sauter et baliser les zones d'atterrissage pour les futurs paras qui vont arriver à 3h du matin. Première zone, la drop zone O, qui est située au nord de Sainte-Mère-Église, doit accueillir les parachutistes du 505e. La drop zone T, elle, située plus au nord-est de Sainte-Mère-Église, doit accueillir, elle, les parachutistes du 508 pour prendre Amphreville. La drop zone N, elle, située vraiment à l'est, doit accueillir les parachutistes du 507e pour prendre les ponts au niveau de Chef du Pont et prendre la colline 30. Vers 3h du matin, les premiers éléments du 505 arrivent. Kraus est parachuté, le lieutenant-colonel Kraus du 3e bataillon du 505 atterrit pile sur l'endroit où il avait repéré pour son PC. Et en moins de 45 minutes, il réussit à rassembler 150 hommes aux abords de Sainte-Mère-Église. Ils devaient se repérer seulement, ils n'avaient pas de criquet, pas comme la 101e aéroportée, pour pouvoir se repérer et se guider. Ils avaient juste carte, boussole et la voie. Donc ils ont réussi en 45 minutes à rassembler 150 hommes, ce qui est assez exceptionnel pour les débuts du parachutage. Et donc ils commencent à les organiser aux abords de Sainte-Mère. Au moment de l'organisation, Kraus envoie une section d'éclaireurs pour voir un peu les abords, sur quelle route il est. Et la patrouille tombe sur 2 civils complètement ivres. Il les arrête. Il les interroge et il leur demande un peu la situation à Sainte-Mère-Église et les défenses. Donc la majorité des Allemands est encore dans Sainte-Mère. Il y a un incendie qui s'est déclaré. Donc il faut réagir assez vite. Et il décide de foncer sur Sainte-Mère-Église et de procéder à un encerclement. Donc la situation de Kraus du 3e bataillon est assez claire. Il prend Sainte-Mère et envoie le premier message à 5h du matin, I am in Sainte-Mère-Église. La situation est encore un peu instable. Le lieutenant-colonel Benjamin van der Voort, lui, s'est parachuté près de Neuville-au-Plain et doit tenir Neuville au Plain. Donc lui est un peu déporté sur ce côté-là, il n'y a aucune information de la situation. Il ne sait pas si Sainte-Mère est libérée ou s'il doit tenir la position. Donc le colonel Ekman, commandant du 505, lui dit de tenir sa position à Neuville-au-Plain, coûte que coûte. Et Ekman, le commandant du 505, n'a aucune idée aussi de la situation si Sainte-Mère-Église est libérée. La situation est très très vague, il ne reçoit pas les messages de Kraus dans Sainte-Mère-Église. Et le 507, quant à lui, lors du parachutage, ne s'en tire vraiment pas bien. Sur cette drop zone, ils subissent énormément de tirs allemands et les parachutages sont complètement dispersés. D'ailleurs, ils sont tellement dispersés qu'ils se retrouvent à Graigne, donc à 40 ans, beaucoup plus au sud de l'ADZ, où des avions ont loupé leur virage, leur crochet pour faire Sainte-Mère-Église. Et donc ils se retrouvent à Graigne, qui est vraiment 10 km beaucoup plus loin dans les terres, près de 40 ans. Il y a 150 hommes, carrément le quartier général en fait, du 507 qui se retrouve là-bas. Et ça donnera au Fort Alamo de Graigne, où ils se battront contre une division SS pour retarder justement l'avancée allemande. Quant à lui, le 508 prend position et réussit quand même à sécuriser autour de Picoville les hauteurs. Il y a même un exploit qui est réalisé dans la nuit, c'est-à-dire que le lieutenant Brannen du 508 récupère une poignée d'hommes, 5-10 hommes, s'aventure sur une route près de Picoville et une voiture allemande arrive à ce moment-là et il prend net la décision de mitrailler les Allemands qui sont dedans. Et en découvrant, il ne sait pas encore qui c'est qui l'a mitraillé, voilà, ils font des fouilles, ils tuent des Allemands qui sont encore en vie, ils les achèvent, et puis ils prennent un peu des trophées qu'ils cachent pour récupérer beaucoup plus tard. Alors, plus tard, on apprendra que c'était justement le général Fallet de la 91e division allemande. Cet événement aura un impact majeur dans le déroulement, parce que le général Fallet aurait pu réorganiser les troupes pour des contre-attaques. Notamment, le général Fallet avait la main sur les blindés. Donc il aurait pu avoir un énorme impact en fait, dans la contre-attaque de Sainte-Mère-Église. Donc là, tous ces événements-là se déroulent dans la nuit. Et plus tard, vers 9h du matin,
Kraus, on retourne au 505, Kraus sur Sainte-Mère-Église réussit quand même à rassembler 350 hommes vers 9h du matin. Donc la situation est très stable, mais toujours sans nouvelles du reste. Donc il est totalement isolé. Il fait un périmètre de défense autour de Sainte-Mère pour tenir les positions. Gavin, lui, le général qui devait être parachuté avec eux, est atterri avec le 507 et n'a aucune idée de la situation non plus. Il établira son PC plus tard sur les hauteurs de la Fière, à quelques mètres de la bataille, avec Kraus. L'arrivée des troupes plus tard dans la journée, les planeurs. Donc 52 planeurs des Waco doivent atterrir aux abords de Sainte-Mère. Donc initialement sur la drop zone près de Blauville. Donc Blauville est sur la route de Sainte-Mère beaucoup plus au sud. Dans cette DZ-là, il y a Ridgway qui est un peu, vu qu'il n'a pas trop d'idée de la situation, dit que cette zone-là est un peu instable et renvoie totalement la totalité des planeurs sur la drop zone N, au nord, située tout à fait au nord de Sainte-Mère-Église, qui est beaucoup plus sûre. Donc les 52 planeurs arrivent, plutôt en bon état et sans trop de dommages, ce qui a un énorme impact parce que du coup ça va renforcer les positions autour de Sainte-Mère et notamment autour de Neuville-au-Plain, où Benjamin Van der Voort va pouvoir prendre plusieurs canons anti-chars justement, pour pouvoir contrôler le secteur et assurer les défenses lors des contre-attaques. Il y aura plusieurs justement au jour J. Les contre-attaques allemandes seront les plus féroces enregistrées au débarquement. La 82 aura les plus féroces attaques, notamment de blindés, mortiers, machine gun et 88 mm. Donc les canons anti-chars ont été très utiles. Ils ont pété plusieurs Stug et notamment des chars Renault 35 sur la route de la Fière. Donc la situation toujours très instable, sans communication. Gavin arrive quand même sur Sainte-Mère-Église, établit son PC. Kraus, à partir de ce moment-là, apprend que du coup Benjamin Van der Voort est plus à l'est, lui, et sur Neuville-au-Plain, et du coup décide de faire un PC en commun. Donc ils se réunissent les deux, donc sachant que Benjamin Van der Voort en plus s'est cassé la jambe, plus précisément la cheville à l'atterrissage, et continue de diriger ses hommes. Donc ils pondent un PC en commun, et décide d'établir des positions de défense sur la Fière pour faire face aux contre-attaques qui viendront de cette direction-là. Donc durant ces mouvements, Kraus est blessé à la jambe gauche et reçoit un éclat d'obus assez violent, mais continue de se battre et sera blessé de multiples fois bien après. Donc au 6 juin au soir, la situation n'est pas stabilisée, voire même incertaine. Les éléments du 325 ont débarqué. La Task Force B, donc citée précédemment lors du précédent épisode, la Task Force B menée par le général Raff, avec des éléments du 325 et du 746 Tank Bataillon, arrive, mais la situation est complètement pas stable du tout, jusqu'à ce que la percée soit faite le lendemain à la Fière.